le système capitaliste impérialiste français produit 10 à 15 morts par an dans les quartiers populaires, des jeunes hommes principalement, issus de la classe ouvrière, principalement noirs et arabes. Ça, c'est systématique. Pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire de Amin Bentoussi, Amin Bentoussi, c'est un jeune qui a été tué d'une balle dans le dos le 21 avril 2012. Dès qu'on s'est constitué partie civile, j'ai demandé tout de suite à mon avocat de faire une autopsie sur le corps de mon frère. Dans un premier temps, ce policier, sa version, c'était Amin, il était de face et il lui a tiré, il était en état de légitime défense. Ça, c'est quelque chose qu'il répète et qu'il répétera lors du dernier procès qui a eu lieu en janvier de l'année dernière. Mais que la police, au final, distribue la violence, la férocité dont les classes dominantes ont besoin pour rester en position de domination, pour que ça continue à fonctionner plus ou moins comme ça fonctionne. Et cette autopsie va révéler que Amin est mort d'une balle dans le dos. Voilà. Cette police-là crée 15 morts par an de manière quasi mécanique. Et bien alors il faut le légitimer, il faut le justifier avec des médias, il faut le couvrir avec une justice, etc. Les 6 témoins disent exactement la même chose. Amin était de dos, il courait, et à aucun moment il a porté atteinte à la vie de ce policier. Le Civipof en 2015 c'est récent, il y a un peu plus d'un an après les élections régionales, eh bien fait état que 70% des policiers en fonction, je dis bien en fonction, ont voté Front National dans ce pays-là. Et les mêmes instituts de sondage nous disent qu'aux prochaines élections municipales, plus de 50% des policiers vont voter Front National dans le cadre des élections présidentielles. Qu'on se rassure, on peut très bien voter autre chose que Front National et être par ailleurs raciste. Mais 70% quand même, ça donne une tendance très lourde. Il n'y a pas un jour que les crimes policiers auxquels nous avons assisté depuis des décennies, c'est environ 1 par mois dans ce pays-là, en moyenne sur plusieurs années, ce ne sont pas des bavures, ce ne sont pas des glissements de terrain, des glissements cérébraux, ce ne sont pas simplement des types qui pètent un plomb. C'est fondamentalement lié à une structuration d'un État policier qui vise une catégorie de la population, où les quartiers populaires sont véritablement des laboratoires de répression, et ça s'abat évidemment sur des populations ciblées. La mauvaise nouvelle pour tout le monde, c'est que d'autres finissent aussi par être frappés. Il n'y a pas un jour où je n'en parle pas. Parce que je ne sais même pas si vous pouvez imaginer ce que c'est que d'avoir une vie, de parler que de ça. C'est juste plus avoir de vie en fait. Les premiers et les premières visés sont ceux qui ont un statut de sous-citoyenneté. Le dire comme ça, c'est pas faire une césure entre un nous et un vous, c'est constater objectivement qu'il y a dans ce pays-là des personnes qui ne vivent toujours pas à égalité de droit. Et le dire comme ça, c'est la condition sine qua non pour faire justement les alliances entre toutes les familles de victimes des violences policières qui sont ici, mais y compris avec ceux et celles qui ont été mutilés pendant, par exemple, le dernier mouvement social autour de la loi travail. Il faut faire ces alliances. Hossein, il était en prison à l'Elbzo, il était accusé d'un braquage avec un pistolet à billes factice, juste pour resituer la chose. Il devait passer au tribunal le 26 août 2014, et alors qu'il était en voiture, escorté par 2 gendarmes, il était à l'arrière, menotté, et d'après la version policière, et que les médias se sont empressés de reprendre tout de suite, il y a une bagarre à l'extérieur, les médias ont tout de suite dit qu'il a essayé de s'échapper, et il a été tué d'une balle dans la tête par un gendarme. Il se trouve qu'ils n'ont pas dit qu'il était menotté, et il a fallu des mois pour que cette vérité sorte là. Hossein, il était menotté.
c'est aller assez vite, non-lieu, 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 3 fois non-lieu, pour quelqu'un qui se fait tuer d'une balle dans la tête alors qu'il est escorté par des gendarmes pour passer au tribunal. L'idée c'était d'abord de mettre en avant et de rendre un honneur à toutes les personnes qui luttent depuis toujours et qui continuent de lutter aujourd'hui et de les réunir dans un film parce que ces personnes-là en fait on les voit pas. Généralement quand on les voit dans les médias mainstream elles sont traitées de manière condescendante et voilà, l'idée c'était de replacer ces personnes-là et leur rendre un hommage. Évidemment c'est aussi un film qui a été fait en soutien à toutes les victimes, toutes les familles de victimes de crimes policiers. Et j'espère qu'il va être utile pour la lutte. Nos frères ne sont pas morts de la même façon, ni pour les mêmes raisons. Ou en tous les cas, le processus il reste le même. Donc c'est meurtre, mensonge, criminalisation de la victime et les médias qui relaient uniquement la version policière et qui ne font pas un travail d'investigation de ce qui s'est passé sur les lieux vraiment. Ce sont des gens qui n'ont aucune empathie. On a affaire à un système psychopathe. Aujourd'hui, on tue nos frères, on tue notre frère, pardon. Et le fait que l'on réclame, que l'on parle, on nous enferme en prison. Donc voilà, c'est une forme de dictature simplement. Et voilà, je tenais à le souligner puisque ça aussi, ils oublient que nous, on est encore en deuil et c'est encore des choses qui font vivre à la famille qui sont insupportables. Ils essayent de nous enfoncer, mais encore une fois, grâce au soutien des autres familles, on va continuer jusqu'au bout et il va falloir qu'ils nous enferment tous ou qu'ils nous tuent tous pour qu'on arrête de parler, parce qu'on n'arrêtera jamais, jamais, jamais de parler face à des choses comme ça. Lorsqu'on met des frères qui ont perdu quelqu'un en prison, faut pas être humain en fait. C'est même c'est pire que ça. C'est qu'à un moment donné, même un animal, il fait ça pour vivre en fait, pour survivre. Là, l'intelligence est utilisée pour je veux dire, dans ce qu'il y a de pire, dans ce qu'il y a de pire, vraiment de comment on peut mettre des frères pour outrage en prison, comment on peut faire tout, c'est pas normal, c'est pas normal. Et ce qui est d'autant plus pas normal, c'est qu'il y ait si peu de personnes qui disent que c'est pas normal, quoi. Et si vous ne comprenez pas ce que ces jeunes vivent dans les quartiers au quotidien, ils peuvent se faire contrôler 5 fois par jour dans la journée. Alors quand ils seront arrêtés, ils seront humiliés, ils seront tabassés, ils seront insultés. Ça va en garde à vue, il y a une double violence dans les gardes à vue. Effectivement, quand il y a eu la loi du travail, il y a eu des violences, mais eux, ils le vivent au quotidien depuis des années et tout le temps, sur leur lieu de vie. On les enferme dans ce cadre-là. Il faut qu'à chaque fois qu'un jeune meurt dans un quartier, il faut qu'on soit capable de se mobiliser, de se lever, de dire c'est pas normal. On veut la vérité et la justice. Parce qu'en plus du drame que subissent ces familles, nous les familles, on doit se battre. Est-ce que vous imaginez l'énergie que ça prend? Est-ce que vous imaginez le quotidien de ces familles? Est-ce que vous imaginez notre quotidien à nous? Comme mon frère a dit, on ne se taira jamais. Peut-être qu'ils mettront moi en prison, hein. Peut-être qu'ils mettront toute ma famille en prison, peut-être qu'ils mettront tous les bons montants en prison. Hein. Mais normalement, la lutte, après, c'est vous qui devez la continuer. Youssouf et Bagui, ils ne sont pas en prison pour outrage. Ils sont en prison parce qu'ils représentent quelque chose au sein du quartier. Ils représentent un système, une lutte autonome. Il y en a qui meurent pour ce qu'ils font et il y en a qui meurent pour ce qu'ils sont. Ça ne me fait pas plaisir de le dire. Adama n'est pas le dernier, ce ne sera pas le dernier. Adama, il est mort, c'est la suite de l'histoire de nos quartiers issus de l'immigration. Il va y en avoir d'autres, peut-être même avant les élections d'ailleurs. Moi je me souviens la première fois quand j'avais fait les t-shirts urgence, je les donnais presque, et les mecs ils me disaient mais tu veux qu'on ait des problèmes quoi, tu vois. Et c'est vrai que les militants blancs qui me soutenaient, eux, pour eux, ça leur posait aucun problème de porter ce t-shirt. Aux États-Unis, on n'a pas de mal à le dire. En France, les militants des quartiers populaires
comme Youssouf et Bagui, sont des prisonniers politiques. C'est tout. Je dis pas que ça doit nous arrêter de travailler ensemble. Mais je comprends pas un truc dans ce système. Tout le monde s'accorde à dire concernant les femmes qu'il y a des oppressions spécifiques, et c'est vrai, concernant leur salaire, les conditions d'exploitation, la précarité, et c'est vrai. Et ça reste des ouvrières comme les autres, comme d'autres ouvriers d'un certain point de vue, il y a des combats communs. Mais il y a des spécificités dans les oppressions, il y a des mécanismes spéciaux. Et ça a été dit ici, quand tu es noir, arabe, rome, et c'est pas pour cultiver le côté noir, arabe et rome, c'est parce que c'est dans leur façon de fonctionner. C'est dans leur disque dur de cette police, de discriminer de manière particulière. Nous, on veut qu'on parle de la police de la même manière que vous avez parlé de la police durant la loi du travail. Voilà ce qu'on veut. On veut que vous parliez de cette police-là. Cette police qui rentre dans nos quartiers et qui tue des gens, qui mutile des gens, qui humilie des gens. Parce que quand ils rentrent dans un quartier, et on parle de NAS, on a dit ouais la NAS c'est nouveau et tout. Pour nous c'est pas nouveau la NAS. Quand ils viennent dans un quartier, ils l'entourent le quartier. Depuis 30 ans. Ça c'est nassé un quartier. De la même manière qu'ils ont nassé les manifestants durant la loi du travail. Au détour de la loi travail, il ne faut pas se mentir. Il y en a plein qui ont découvert comment la police pouvait se comporter. Il ne faut pas se mentir. Il y en a qui ont vu des images, des militants avec le drapeau CGT qui se sont fait courser, bastonner. Il y a des journalistes même qui ont été énuclés, même des journalistes qui filmaient, qui étaient là, qui faisaient leur taf. Et ils découvraient la police. Et pendant ce temps-là, il y avait plus de 30 ans, 40 ans, c'est dans le film. Le MTA. Eux, ils le disent. Depuis longtemps, ils le disent. Que nous, c'est pas comme vous, concrètement. Au point, ils s'interrogent s'ils peuvent mettre en place un syndicat, arabe ou pas. Pas pour se séparer des autres syndicats, mais parce qu'ils comprennent qu'il y a des problématiques personnelles qui ne sont pas prises en compte. Ce degré d'autonomie pour faire des alliances. Faut pas y voir là une sorte de repli sectaire, etc. Si c'est ça, c'est la connerie. Par contre, qu'il puisse y avoir des moments d'autonomie pour les alliances, c'est important. Et l'autonomie, c'est dans les quartiers populaires. Et venir nous soutenir, c'est pas venir parler à notre place. Parce qu'on a une culture politique dans nos quartiers. On sait se défendre. Et pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. On a parlé du MTA, du MIB et ce qui s'en est suivi par la suite. Mais on parle de soutien. Venez. Au mois de mars, il y a le policier qui a tué Amine Bentounsi, il va repasser. Qu'est-ce qu'il y a? On va se retrouver à 100. On va se retrouver encore entre nous. Venez. Venez voir. Venez assister à ça. Venez relayer ça. Et il y a un moment donné, c'est vrai, qu'il va falloir qu'on se retrouve, mais sur des bases très claires. Et des mobilisations, il va y avoir un moment des procès. Il y en a eu le 19 mars qui se met en place petitement, on verra ce que ça donne. Mais quand il y a un policier qui se fait juger parce qu'il a assassiné ou il a tué un gars dans un quartier populaire, on voit que des Arabes et des Noirs, avec une certaine partie de l'extrême gauche. Pas tout le monde, on va pas se voiler la face. C'est pas tout le monde. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et c'est pour ça, quand Mathieu il parle de médias et tout ça autonome, c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Parce que même les médias qui doivent être avec nous ou qui doivent nous défendre, à un moment donné, quand c'est la police, ils font demi-tour. Ils s'en vont. Le fait d'aligner la police sur l'armée, ça veut dire une chose, Mathieu Rigaud, je te dirais sans doute même mieux que moi. Ça voudrait dire que la police a les prérogatives de l'armée. S'ils ont prérogatives de l'armée, ça veut dire qu'il existe dans ce pays un ennemi intérieur, comme il construit aussi des ennemis extérieurs. Et ça veut dire donc qu'une partie de la population, ceux qui nous gouvernent, sont en guerre contre une partie de la population dans les quartiers populaires. Et ça en dit long sur le rapport de force qui est de notre responsabilité aujourd'hui à établir. Ça pose la question du racisme d'État, ça pose la question des préjugés, ça pose la question de la confiance dans les institutions. En quoi, qu'est-ce qui nous amène à faire confiance à ces institutions pour dire qui est coupable ou qui ne l'est pas? On est dans un quartier, on n'y est pas. On est femme ou on est homme. Et c'est même plus compliqué à ce qui paraît. Mais très concrètement, il y a des situations objectives. Et ce que je veux dire, c'est juste ça. Quand dans un quartier populaire, il y en a un ou une, ça arrive aussi, c'est beaucoup plus rare, mais quand il y en a un qui tombe de manière aussi injuste, de toute façon, c'est nécessairement injuste. Eh bien, parfois, il y a des flammes. Parfois, il y a le quartier en feu.
Mais dans les faits, le quartier brûle depuis des années sans les flammes. Et tout d'un coup, sur M6, sur BFM, on vous montre les bus calcinés. Mais on oublie toute l'histoire avant et toute l'histoire après. Alors quand vous demandez, mais quelle solidarité, que faire, comment? Une des premières solidarités, c'est d'être solidaire de celles et ceux qui se révoltent dans ces quartiers-là. Pas parce qu'ils mettent le bus en flammes, ou y compris leur propre école. On entend ici et là des gens bien pensants, oh quand même pas l'école, quand même pas la bibliothèque. Mais le système scolaire est un système de ségrégation qui fout 150 000 jeunes à la rue à la fin de la 3e et qui les laisse galérer. Et ces mêmes jeunes, bien sûr qu'ils sont dans un système D, on va se mentir, mais chacun d'entre nous ici, quand il faut nourrir, quand il faut se bouger, s'épanouir, même s'éclater, même se piller les dernières godasses, il y a besoin, juste pour vivre à l'identique, à cette société de consommation, eh bien il y a le système D qui est mis en place. Alors on fait des conneries, les conneries qu'on appelle délinquance, etc. et on plonge et on replonge. Mais fondamentalement, c'est un système qui produit ça. Et donc très concrètement, il ne s'agit pas de regarder le film à partir du milieu. Soit tu regardes le film du début à la fin, et tu peux t'exprimer politiquement, tu peux dire ce que tu en penses, mais tu viens pas au milieu du scénario en disant lui il est méchant et lui il est gentil. Il y a une construction systémique de cette douleur sociale. Et en plus, doublement victime parce qu'ils en meurent dans leur chair. Et triplement parce qu'on condamne les frères et sœurs justement jusqu'au bout pour pouvoir casser les rapports de force. Et à quoi sert la police et la violence policière? C'est qu'en fait, dans ces systèmes de ségrégation et d'exploitation, il y a une contradiction interne profonde qu'ils n'arriveront jamais à résoudre et qui fait qu'on peut garder espoir. Cette contradiction, c'est qu'on ne peut pas maintenir, ségréguer en permanence un groupe à côté de l'accumulation du profit sans que ce groupe crée des résistances, des formes d'autonomisation, des formes d'auto-organisation et des formes d'autodéfense. Et tout ça, on le voit tout au long de l'histoire de la police et jusqu'aujourd'hui. Et la férocité policière, donc c'est un marché économique, peut-être c'est la chose dont on a le moins parlé, on pourrait y revenir. C'est un régime politique, c'est un système social qui maintient le racisme, le sexisme, etc. Et ben c'est aussi une manière d'empêcher ces formes d'auto-organisation, de solidarité, d'entraide qui émergent en permanence dans les quartiers populaires, mais aussi dans les camps, dans les prisons, dans les colonies, etc. Aujourd'hui, on parle de Beaumont-sur-Oise, une petite ville de moins de 10 000 habitants, comme si c'était une ville de plus de 50 000 habitants. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Beaumont s'est organisé, Beaumont s'est levé pour mener cette lutte-là. Et je pense que dans tous les quartiers au-delà de Beaumont, c'est comme ça qu'on devrait faire. C'est comme ça qu'on devrait se battre. Et qu'en fait, à travers cette entraide et cette solidarité-là, on va pouvoir toucher à plein d'autres injustices, plein d'autres inégalités, et en fait à reprendre nos vies en main collectivement depuis les quartiers populaires. Et là, créer nos stratégies de libération, nos stratégies d'émancipation. On vit tous ensemble, dans le même pays, quoi qu'il arrive, on sera tous toujours ensemble. On a tous affaire à la police, on aura un jour à l'autre, soit nous, soit vos enfants, affaire à la police. Donc voilà, il faut qu'à un moment donné, on soit tous ensemble, parce qu'on vit tous ensemble. Et je le dis à Madame Eliamni, vous avez perdu un enfant, et dans cette bagarre, vous avez perdu un enfant, comme l'a dit Wissam, comme l'a dit Farid, il y a de nombreux frères et sœurs qui sont apparus. Une famille s'est agrandie. On pense ensemble, on dort ensemble, on mange ensemble. Ce combat-là, il nous soude, on lâche à rien, on aura raison devant l'histoire, on a raison pour nos dignités, on continuera le combat jusqu'au bout.